Je crois que mon oiseau est parti. C'était impressionnant, n'est-ce pas? Non? Bon, bah alors je vais plutôt vous donner cours de science. Bonjour et bienvenue au cours de formation scientifique en mode Merry Christmas. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la page 18 et 19 de votre cours. Si vous ne l'avez pas devant vous, courez vite le chercher et revenez-moi avec vos feuilles et un crayon. Alors aujourd'hui, nous commençons l'activité 7 qui s'intitule Jeu d'ombre. Vous avez vu dans l'introduction comme il est facile avec ses mains de créer un oiseau imaginaire volant au-dessus de la cheminée. Il suffit pour ça de placer mes mains entre une source de lumière et le mur. Évidemment, cette introduction n'était qu'un prétexte pour vous expliquer quelles sont les différentes ombres qui existent. Car oui, il y en a des différentes. Mais je pense que vous comprendrez peut-être mieux avec un bonhomme de neige. Observons ce qui se passe lorsqu'un objet est éclairé par une source lumineuse. Dans ce cas-ci, nous avons un objet opaque qui est le bonhomme de neige. Il ne laisse pas passer la lumière. Alors pourquoi est-ce qu'il bloque la lumière? Car la lumière qui vient de ma lampe n'arrive pas à le contourner, ni par devant ni par derrière, puisque la lumière, vous le savez, voyage en ligne droite. Et donc, si elle rencontre un obstacle, elle ne peut plus continuer sa route. De ce fait, un objet opaque bloque la lumière et crée derrière lui des ombres. Quelles sont les zones d'ombre qui existent? Il y en a 3. La première ombre, celle qui est la plus évidente, se voit sur le carton et sur la table. On parle d'une ombre portée. Une ombre portée est une ombre créée par un objet opaque sur tout ce qui se trouve derrière lui. La deuxième ombre se trouve sur l'objet lui-même. Regardez notre bonhomme de neige, il a un côté du visage plus sombre que l'autre. En fait, le bonhomme de neige crée de l'ombre sur lui-même. On dit qu'il se crée sa propre ombre, autrement dit, c'est l'ombre propre. La troisième zone, celle qui est plus dure à voir car elle se trouve dans l'espace, si vous regardez quand je passe mon stylo ici entre le carton et le bonhomme de neige, il y a un moment où le bic ne reçoit plus la lumière. Ce moment, cet endroit où la lumière ne passe plus, cet endroit de l'espace où il n'y a plus de lumière, on appelle ça le cône d'ombre. Voilà, je pense que vous avez compris. On peut donc noter dans le cahier. Nous allons donc représenter les ombres que nous avons découvertes sur la page 18. Dans l'exemple qui est illustré, le ballon est éclairé et va envoyer une ombre sur le mur. Je dessine donc un ovale qui doit être plus grand que le ballon, puisque l'ombre portée est toujours plus grande que l'objet de départ, que l'obstacle. Alors, vous pouvez hachurer ou colorier en noir l'ombre sur le mur. Il y a une deuxième ombre, l'ombre qui se trouve à l'arrière du ballon. L'ombre que le ballon crée sur lui-même, c'est l'ombre propre. Et enfin, dans l'espace entre les deux, il y a une zone où il n'y a pas de lumière que je vais colorer en gris. Vous pouvez la hachurer si vous préférez. C'est le cône d'ombre. Pour avoir plus facile à étudier, rien de tel que des petites flèches. Donc, l'ombre propre sur le ballon, le cône d'ombre entre les deux et l'ombre portée sur le mur. Passons maintenant à l'activité 8, une ombre sur la Lune. Tu as sans doute déjà remarqué que la Lune changeait d'aspect nuit après nuit. Elle est parfois bien ronde, parfois on ne la voit qu'à moitié, parfois on ne la voit pas du tout. Eh bien, ces différents aspects de la Lune sont appelés des phases. Les humains ont pris pour habitude de donner un nom à plusieurs de ces phases. Alors, la plus connue, c'est la pleine Lune. La pleine Lune est le nom donné à la Lune lorsqu'on voit l'entièreté de sa face. Je vous demande d'indiquer
un numéro 1, là où vous voyez une pleine lune. Pour moi, là où elle se trouve la mieux remplie, la plus pleine, c'est là, c'est ici. Alors ensuite, il existe des lunes gibbeuses. Les lunes gibbeuses sont des lunes qui sont presque pleines. Alors vous voyez ici par exemple que la lune a presque sa face entière. On peut dire qu'elle est gibbeuse. Et nous remarquons aussi qu'après de la pleine lune, il y a aussi des lunes gibbeuses. Ensuite, certaines phases sont appelées des quartiers de lune. Elles ressemblent à des quartiers d'orange. Eh bien, par exemple, ici, nous avons quelques quartiers de lune. Nous en avons encore ici. Nous allons indiquer un numéro 3, là où nous voyons des quartiers. Voilà, j'ai mis 2 exemples. Quatrième phase, ce sont les croissants. Les croissants de lune ressemblent aux croissants de la boulangerie. Alors, où est-ce qu'on voit un croissant appétissant? Par exemple, ici, ou encore en dessous. Ce sont des croissants de lune numéro 4. Et enfin, la dernière phase, c'est la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, vous pouvez toujours la chercher, car en fait, c'est un moment où la lune n'est pas du tout éclairée. Elle est donc bien là, mais invisible pour nous. Autrement dit, il y a 4 nouvelles lunes sur la période. Au fait, combien de phases différentes la lune compte-t-elle? Eh bien, si nous n'oublions pas de compter les phases de nouvelle lune, nous voyons qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lunes sur 4 lignes, 7 fois 4, et oui, on fait des maths, 7 fois 4, 28. Il y a donc 28 lunes différentes, ou du moins 28 phases, 28 aspects différents de la lune. Et pourquoi donc la lune change-t-elle d'aspect en 28 jours? Eh bien, vous vous souvenez sans doute que la lune est un satellite naturel de la Terre. Satellite naturel signifie qu'elle tourne autour de la Terre. Sur la vidéo, vous voyez la Lune en train de se déplacer autour de notre planète. Combien de temps met-elle pour faire sa révolution lunaire? 28 jours, exactement comme le nombre de phases. Sur la vidéo, observez que le Soleil ici à droite envoie ses rayons sur la Terre. Il éclaire donc une moitié de notre planète. Il envoie aussi ses rayons sur la Lune, mais il n'éclaire qu'une moitié de la Lune. Quand la Lune se déplace et qu'elle arrive au stade pleine Lune, pourquoi la Lune est-elle pleine à ce moment? Eh bien parce que toute la face éclairée est visible pour nous qui sommes sur Terre. Nous voyons toute sa face éclairée, on a donc l'impression qu'elle est complètement lumineuse. C'est la pleine Lune. Cela ne va pas durer bien longtemps, puisque 7 jours plus tard, la Lune va atteindre la position dernier quartier, et à ce moment-là, nous ne verrons plus complètement la face éclairée. Nous ne verrons qu'une moitié de la face éclairée, bref, on ne verra qu'un quart de la Lune. On appelle ça un quartier de Lune. Ensuite, la Lune continue son trajet, on voit de moins en moins la face éclairée. Là, on est au stade du croissant, il n'y a presque plus de lumière visible sur la Lune. Et enfin, lorsque nous arrivons à la nouvelle Lune, eh bien, la Lune est toujours dans le ciel. Pas la peine de croire qu'on l'a volée. On n'est pas dans moi, moche et méchant. Mais par contre, la face éclairée de la Lune est du mauvais côté. Nous qui sommes sur Terre, nous ne voyons que la partie qui est dans l'ombre. Et donc, nous croyons qu'il n'y a pas de Lune alors qu'elle est toujours bien là. Voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi la Lune changeait d'aspect en 28 jours. Nous allons donc maintenant retourner à notre cours. Alors, sur la page 19, nous allons voir si vous avez tout compris. Alors, d'après le schéma, où on voit la Lune tourner autour de la Terre, à quelle position doit se trouver la Lune pour qu'elle nous paraisse pleine? Vous dites pourquoi j'attends la réponse? Je le sais, c'est le 5. C'est la position 5. À quel endroit se trouvera la Lune quand elle nous paraîtra nouvelle? Autrement dit, quand on ne la verra pas.
la nouvelle lune occupera la position 1. Et enfin, où doit se trouver la lune pour qu'elle nous apparaisse sous forme de quartier? Elle peut soit se trouver en position 3, soit en position 7. Pour terminer, nous avons vu précédemment qu'il y avait 3 sortes d'ombres, l'ombre propre, l'ombre portée et le cône d'ombre. Eh bien, sur la Lune, quel type d'ombre est responsable de ces différents aspects? Vous l'avez dit, ou vous ne l'avez pas dit, mais moi je vous le dis, c'est l'ombre propre. La Lune crée sur elle-même une ombre qui lui donne un aspect sombre ou pas sombre. Bref, c'est l'ombre propre qui fait changer la Lune d'aspect. Ombre propre comme un sous-neuf. Voilà, le cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez tout compris. Je vous retrouve très vite en classe avec une mauvaise nouvelle, puisqu'il y aura un contrôle sur les synthèses 3 et 4. Je vous invite donc à lire attentivement et à étudier la synthèse 3 qui vous parle des objets opaques, transparents et translucides, mais aussi de lire la synthèse 4 qui vous parle de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire les zones d'ombre et les phases de la Lune. Si nous ne nous voyons plus avant les fêtes de fin d'année, je vous souhaite de bons réveillons à tous. Au revoir.